Bonjour à tous, je suis doctorante à l'Université de Liège et je travaille dans le secteur des soins de santé et je m'intéresse au dialogue social sectoriel en Belgique. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui, on va commencer par l'introduction, ensuite je vais vous dresser quelques mots sur le contexte belge, ensuite la méthodologie, une brève revue chronologique d'une réforme, une brève overview chronologique, l'impact de cette réforme au niveau sectoriel, l'impact au niveau du dialogue social local, et enfin, on terminera par une brève conclusion. Alors, cette recherche, elle s'inscrit dans ma thèse de doctorat. Et donc, ici, on est vraiment dans les tout premiers résultats empiriques. Et donc, je m'intéresse à la manière de savoir comment les acteurs du dialogue social sectoriel, donc les syndicats et les représentants d'employeurs, avec l'État, puisque l'État est assez présent dans le secteur des soins de santé en Belgique, vont s'engager dans l'expérimentation dans le cadre d'un nouveau barème salarial dans le secteur des soins de santé en Belgique. Et donc, ce nouveau barème salarial va d'abord commencer au niveau des hôpitaux, en fait, privés non marchands. Et donc, c'est l'échelle IFIC, le barème salarial IFIC. Alors, quelques mots sur le contexte belge. On a un contexte institutionnel assez complexe que les chercheurs belges appellent la lasagne institutionnelle, puisqu'on a un État fédéral, des entités fédérées, et le secteur des soins de santé est dispatché entre ces différents niveaux. On a également un secteur des soins de santé qui subit de nombreuses réformes, que ce soit liées aux réformes de l'État qui tendent à décentraliser certaines fonctions qui avant étaient du domaine du fédéral vers les entités fédérées, mais aussi des réformes au niveau du financement des hôpitaux et au niveau de l'organisation des hôpitaux, puisque comme au Québec, on est en train de connaître, enfin vous l'avez connu bien avant, mais nous on est en train de connaître la mise en place des réseaux hospitaliers. On a un secteur, et surtout dans le monde hospitalier, qui est divisé surtout en deux. Donc, on a des hôpitaux publics et on a du privé non marchand. Les deux sont subventionnés par le gouvernement, par l'État fédéral. Et le privé non marchand, en fait, il émane du monde associatif, des congrégations religieuses et des mutualités. Et donc, il est géré de manière plus indépendante. Ce qui différencie aussi très fort ces deux types de secteurs, c'est des dynamiques de consultation et de négociation au niveau sectoriel et au niveau local qui sont complètement différentes, avec aussi la capacité des syndicats de négocier qui sont assez différentes. Alors, on est dans une méthodologie qualitative avec 22 interviews avec des syndicats et des représentants d'employeurs au niveau sectoriel et au niveau local. Des deux entretiens avec des représentants du gouvernement et de la ressource documentaire. Alors, cette réforme, elle date d'il y a très très longtemps, puisque c'est en 97 qu'elle elle s'inscrit. Et c'est à la demande du gouvernement, en fait, d'une ministre qui va se rendre compte, en fait, qu'au niveau des barèmes salariaux dans le secteur privé non marchand, elle va retrouver des fonctions genrées, désuètes, avec des dénominations, en fait, qui ne sont plus d'actualité. Non seulement ça, et puis elle va aussi se rendre compte qu'il y a une hétérogénéité dans l'application du barème sectoriel. Elle va interpeller la commission paritaire. La commission paritaire, donc, c'est le lieu de négociation sectorielle des syndicats et du patronat. Elle va les interpeller et leur demander de réfléchir à une réforme et à dépoussiérer finalement ce barème. Bien souvent, comme c'est le cas dans cette commission paritaire, ils vont s'appuyer sur l'aide en fait d'une université, la KUL, et ils vont demander à la KUL de dresser un petit peu le portrait, de faire une recherche finalement comment sont organisés les barèmes salariaux au niveau local. Et la KUL va mettre en évidence différentes choses. En effet, on a des fonctions genrées et désuètes qui datent des années 50-60. On a une hétérogénéité aussi importante de la manière d'appliquer les barèmes au niveau des hôpitaux. Et donc, ça renforce une certaine concurrence entre les hôpitaux. Et enfin, le troisième point très important, c'est que les employés, en fait, sont payés selon le degré de leur diplôme et non selon les spécificités de leur travail réel. Et donc ça va poser problème au niveau de la commission paritaire. Et donc en 2001,
la commission paritaire va créer un groupe de travail. On aime beaucoup les groupes de travail dans la commission paritaire des soins de santé. Elle va créer un groupe de travail pour réfléchir à cette réforme. En 2002, ils vont faire appel à l'agence PwC, donc l'agence de consultance, qui va les aider à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait dépoussiérer ces barèmes et les ajuster au mieux. Et donc voilà. Parallèlement à ça, ils vont se rendre compte très vite que le travail de PwC va être limité et ils décident ensemble, donc syndicats et patronat au niveau sectoriel, de créer l'IFIC, qui est l'Institut de classification de fonctions, qui est une association sans but lucratif, mais qu'ils vont gérer ensemble, et ils vont engager en fait des analystes, des RH, voilà, qui vont travailler pour eux. Et donc c'est finalement comme une petite boîte de consultance que les partenaires sociaux vont créer. En 2004, alors je passe très vite toutes les négociations, etc., qu'il y a eu, parce qu'évidemment, il y en a eu. Ils vont commencer le processus de classification, parce qu'ils se sont mis d'accord sur un modèle. Et en 2018, ils vont commencer à appliquer des tests au niveau des hôpitaux privés non marchands. Et donc là, concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont arriver avec des barèmes tout faits et individuellement, ils vont proposer aux travailleurs de comparer leur ancien barème et leur nouveau barème IFIC. Et le travailleur aura le choix soit de passer au barème IFIC, soit de maintenir son ancien barème si l'ancien barème était plus valorisé. Euh, En 2021, il va y avoir, juste après la crise sanitaire, ils vont appliquer ça de manière très massive dans tous les hôpitaux privés non marchands. En 2002, il va y avoir une application du public. Je vous rappelle que ça émane d'une demande à la base du gouvernement. Donc, le gouvernement va appliquer également ce modèle salarial au niveau des hôpitaux publics. Et puis, en 2023, les syndicats du public vont rejoindre l'ASBL, donc cette organisation de consultance qu'on pourrait appeler IFIC, au niveau plus stratégique dans la réflexion et dans le maintien finalement des révisions de ces barèmes. Alors, l'impact de l'IFIC au niveau sectoriel, finalement, on voit que les interlocuteurs sociaux ont réussi finalement quelque part à co-construire une réponse au niveau sectoriel face à un challenge qu'ils avaient et donc à proposer quelque chose qui semble harmonisé dans cette nouvelle échelle salariale qui était un besoin finalement du secteur et qu'au-delà de cette harmonisation-là, on va harmoniser complètement le secteur au niveau du privé et du public, ce qui tend, en tout cas c'est dans leur discours, à éviter la concurrence entre les hôpitaux. Alors, on pourrait s'arrêter là et se dire, c'est chouette, ils ont créé une belle organisation, hein, ils ont réussi à s'entendre par rapport à ça, sauf que quand on descend au niveau local, ça a été beaucoup plus compliqué. Parce que ce shift de paradigme, en fait, de n'être plus payé selon finalement le niveau de son diplôme, mais selon ce qu'on fait, ça a été assez mal perçu, notamment par les infirmières spécialisées qui ne se sont pas senties pour certaines représentées dans ce barème, parce qu'en fait, ce barème prenait certaines catégories, notamment la responsabilité, la nécessité de coordination, la technicité des actes, etc. Et pour certaines fonctions infirmières, notamment les fonctions liées à la petite enfance ou les infirmières en psychiatrie, en fait, elles n'étaient pas tout à fait reconnues et leur salaire n'était pas vraiment valorisé. Au-delà de ça, elles ont les infirmières spécialisées ne se sont pas vraiment senties reconnues et représentées par les syndicats traditionnels, mais ça, c'est une longue histoire belge où où les infirmières ne se sentent pas représentées par les syndicats traditionnels. Et donc, elles vont tenter de créer leur propre syndicat d'infirmiers. Et ça, c'est une autre recherche sur laquelle je travaille. Voilà. On va également voir beaucoup de tensions entre le niveau sectoriel et le niveau local, puisque au niveau, ça a été décidé au niveau sectoriel, vous avez vu, ça a pris 20 ans.
et ça a été implémenté assez rapidement au niveau local. Et le niveau local, que ce soit au niveau des DRH ou des gestionnaires de ressources humaines, ça a été assez mal perçu parce qu'à la base, ils pensaient qu'ils allaient avoir une certaine voix au chapitre et pouvoir aussi donner leur avis et réfléchir à la stratégie nouvelle de ce barème. Et en réalité, ils se sont retrouvés à appliquer des choses qui émanent de la commission paritaire et finalement à faire un travail très administratif qui a été assez lourd. Et au niveau des syndicats, il y a eu également des tensions, puisque, il y a eu aussi tout un au niveau du gouvernement, il y a eu tout un discours qui visait à promouvoir cette nouvelle réforme en parlant de revalorisation salariale. Or, ce n'est pas une revalorisation salariale, c'est une homogénéisation du secteur. Et donc certains travailleurs, se sont retrouvés dans une situation où lorsqu'ils comparaient leur nouveau barème avec l'ancien, ils y étaient perdants. Et donc, évidemment, les syndicats locaux se sont sentis finalement, en quelque sorte, trahis. Et il y a eu pas mal de conflits par rapport à ça, puisque les syndicats pardon, sectoriels avaient besoin de syndicats locaux pour finalement faire ce travail de sensibilisation. Et donc, voilà, il y a eu tout un moment de coordination entre les deux qui a dû être nécessaire. On a eu également pas mal de tensions dans le secteur public parce que dans le secteur public, dans certains hôpitaux, on s'est rendu compte qu'il y avait carrément des fonctions qui étaient totalement perdantes si elles passaient au barème. Et là, au niveau du public, ils ont eu la possibilité, au niveau des hôpitaux, finalement, de faire un bloc un peu commun et de ne pas activer certaines fonctions. Et donc, certaines fonctions, je pense que c'est les aides-soignantes, vont rester à leur ancien barème. Et donc, on voit qu'il y a quand même le maintien quand même de pratiques locales, puisque, bah, OK, on a créé au niveau sectoriel un nouveau barème qui tend à homogénéiser, mais vous avez vu que ce n'est pas si homogène parce que finalement, que ce soit au niveau individuel, au niveau de certaines fonctions, bah, finalement, il va y avoir encore une certaine hétérogénéité. Mais en plus de ça, par rapport à toute la question de concurrence entre les hôpitaux ont encore la possibilité de proposer certains avantages au niveau local qui peuvent maintenir une certaine forme de concurrence. Voilà. Et donc, la conclusion, qui n'est pas tout à fait une conclusion, mais qui est plutôt une réflexion, c'est que, et qui est un peu transversale à toutes les recherches que je mène sur le terrain dans ce secteur-là, c'est qu'au niveau de la Belgique, on voit qu'il y a un effacement des frontières entre le privé et le public dans ce cadre-là. Et hier, on écoutait une intervenante qui expliquait justement l'importance du rôle de l'État, etc. Et en Belgique, on voit que le rôle de l'État, il est plutôt pour activer une certaine forme de privatisation dans le secteur des soins de santé, en tout cas au niveau hospitalier. Voilà.